Et si on pensait l'argent différemment, si sa seule mission n'était pas juste de faire plus d'argent? C'est le pari de ce qu'on appelle la finance alternative. L'idée, c'est de proposer un tout nouveau système d'exploitation financier. On va voir ensemble comment ça fonctionne. La question de départ, elle est là. Pendant des dizaines d'années, on a eu l'impression que la finance n'avait qu'un seul et unique but, le profit. Maximiser le profit. Mais est-ce que c'est vraiment la seule option? Et si l'argent pouvait en fait servir des buts bien plus larges? Bon voilà, tout est résumé ici. D'un côté, le modèle classique, tout est fait pour l'actionnaire, c'est lui le point final. De l'autre, la finance alternative qui dit non, attendez, une entreprise, c'est un écosystème. Il y a les employés, les clients, la société, l'environnement, et la valeur, eh bien, elle doit être partagée entre tout ce monde-là. Parce que cette obsession du profit à tout prix, elle a un coût. Et il est élevé. Les sources sur lesquelles se base cette analyse sont claires. Ça a un lien direct avec les crises financières à répétition, les inégalités qui grimpent en flèche et même l'urgence climatique. Bref, le système montre ses limites. C'est précisément là que la finance alternative entre en jeu. Attention, l'idée, c'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. C'est plutôt d'ajouter une sorte de mise à jour, un nouveau filtre. Un filtre qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux, éthiques, au cœur même des décisions financières. Pour que tout ça soit bien concret, le mieux c'est de prendre un exemple qui fonctionne déjà à grande échelle. Et le système de finance alternative le plus abouti aujourd'hui, c'est sans doute la finance islamique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une collection de produits financiers différents. Non, c'est une véritable philosophie, une approche globale, guidée par des principes éthiques très forts. Et le but ultime, c'est que la finance soit toujours au service de l'économie réelle. Vous savez, celle qui produit des choses concrètes. Alors, comment est-ce que ça marche? En fait, tout le système est construit sur 3 grands piliers, ou plutôt sur 3 grandes interdictions. Et ce sont ces interdits qui changent absolument toute la donne par rapport à la finance classique. Le premier interdit, c'est le plus connu, le riba, c'est-à-dire l'intérêt. Le principe est assez simple à comprendre, l'argent ne doit pas pouvoir générer de l'argent tout seul, comme par magie. Pour qu'il y ait un gain, il faut qu'il y ait une création de valeur, une prise de risque, une activité économique, pas juste le temps qui passe sur une dette. Voilà, c'est simple, c'est direct, et ça change absolument tout. Pas d'intérêt. Un point, c'est tout. Rien que cette règle, ça oblige à repenser complètement la notion de prêt, d'emprunt et d'investissement. Le deuxième interdit, c'est le rarar. En gros, c'est l'interdiction du flot de l'incertitude excessive. Pensez à tous ces contrats avec des petites lignes illisibles. Eh bien ici, c'est non. Tout doit être clair, transparent, pour qu'aucune des parties ne se sente lésée parce qu'elle n'avait pas toutes les infos. Et enfin, troisième interdit, le mésir. Ça, c'est l'interdiction du jeu de hasard, du pari, de la spéculation pure. L'idée est que la finance ne doit pas être un casino. La richesse doit venir d'un effort, d'un projet, d'une valeur ajoutée, pas d'un coup de chance sur les marchés. D'accord, la théorie c'est une chose, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Comment on fait pour acheter une maison ou monter son entreprise sans passer par un prêt à intérêt classique? On va regarder ça avec des exemples très concrets. Retenez bien cette phrase, c'est vraiment la clé pour comprendre la suite. Il faut changer de logiciel mental. On oublie le mot prêt, on pense vente. Ce simple changement de mot, vous allez voir, ça change toute la perspective. Ok, premier cas, acheter une maison. On utilise un modèle qui s'appelle Murabara. Regardez bien le schéma. Au lieu de prêter de l'argent au client pour qu'il achète la maison, la banque achète elle-même la maison. C'est elle la propriétaire. Ensuite, elle la revend au client, mais un peu plus cher, avec une marge qui est fixée dès le départ. Le client rembourse ce nouveau prix sur la durée. La banque fait un profit, oui, mais c'est un profit commercial, pas un intérêt. C'est une vente à crédit, pas un prêt. Maintenant, autre cas de figure, lancer son entreprise. Le réflexe habituel, c'est quoi? C'est de demander un prêt à la banque. L'alternative ici, c'est de voir la banque non pas comme un prêteur, mais comme un partenaire. Et ça fait une différence énorme. Ça, c'est le modèle Musharaka. La banque et l'entrepreneur mettent tous les deux de l'argent dans le projet. Ils deviennent co-investisseurs. Et la suite est logique, si le projet fonctionne et fait des bénéfices, tout le monde en profite. Mais si ça ne marche pas, eh bien tout le monde partage les pertes, chacun selon sa mise de départ. Le risque est partagé. La récompense aussi, on est dans le même bateau. Bon, maintenant qu'on a vu ces exemples, prenons un peu de hauteur. La finance islamique, ce n'est pas juste un cas à part. C'est en fait l'exemple le plus développé d'un mouvement beaucoup plus large. Un mouvement qui se pose la question du pourquoi de la finance. Et attention, on ne parle pas du tout d'un marché de niche. Regardez ce chiffre, 3 000 milliards de dollars. C'est le poids que devrait peser la finance islamique d'ici 2025. C'est une véritable force économique mondiale. Ça prouve que ce n'est pas une utopie, mais bien une alternative qui fonctionne et qui grandit.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Finalement, la finance alternative, c'est une recherche. La recherche d'une finance qui soit plus inclusive, qui n'exclut personne, plus éthique, qui repose sur des valeurs fortes, plus durable, notamment parce qu'elle partage mieux les risques, et surtout, une finance qui reste toujours connectée à l'économie réelle, à la vie de tous les jours. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Le monde change, les défis sont immenses, et le rôle de l'argent dans tout ça est plus important que jamais. Ce genre de modèle alternatif nous montre qu'un autre système est possible, avec un autre but. La vraie question au fond, c'est quelle finalité on a envie de donner collectivement à notre argent? Merci de votre attention.